donc comment ça se structure, quelles sont les informations demandées donc, lors des opérations de recensement, donc pour que vous puissiez avoir au moins une idée donc, sur ce qu'on cherche à avoir si on parle des recensements général de la population et de l'habitat, RGPH. Donc, sachant que le RGPH, c'est la plus grande source en démographie donc on peut avoir sur l'ensemble de la population d'une manière générale. Le recensement, le second principe aussi, le recensement un territoire précisément défini. Par exemple, l'ensemble des pays ou une partie bien déterminée de ces pays. Donc, et selon les types de dénombrement de population requis, il doit comprendre toutes les personnes présentes ou résidentes dans les limites de ce territoire. Là, ici, qu'est-ce qu'on veut dire? Donc, c'est que quand on parle de recensement, comme on a dit, le recensement est exhaustif. Donc, cela veut dire que ça couvre l'ensemble du pays. Mais à travers les situations particulières, le recensement aussi peut concerner une partie du pays. Donc, par exemple, ici au Mali, il y a une crise sécuritaire. Cette crise sécuritaire peut faire de telle sorte que les opérations de recensement ne peuvent pas se manifester sur l'ensemble du territoire malien. Et dans ce contexte, on peut décider d'organiser le recensement sur une partie du pays et pour combler donc, le vide, donc soit on peut faire des estimations par image satellitaire où on s'en tient uniquement donc, à des informations concernant la partie couverte par les opérations de recensement, mais dans ce cas, on précise dans le rapport donc la partie couverte par les opérations. Professeur, oui. Je peux poser une question? Oui, une question. Voilà, ici, quand on parle de local ou de l'habitat, vous pouvez un peu nous détacher, oui. Voilà. C'est au niveau de... Oui, voilà, c'est au niveau de... Voilà. Donc, au niveau du premier tiret, un recensement implique que chaque individu et chaque local à usage d'habitation soit dénombré. Oui. Qu'est-ce qu'on cherche par là à usage d'habitation? Pourquoi? Oui. Parce que chaque habitation aussi est dénombrée. Pourquoi on fait cette précision? Chaque local à usage d'habitation, parce qu'il y a aussi des locaux qui ne sont pas à usage d'habitation. On est d'accord sur ça? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'on a fait la précision. Local à usage d'habitation. Donc, on parle de local à usage d'habitation en faisant référence aux ménages, en faisant référence aux sessions ou aux structures. Quand on dit structure, il s'agit de chaque construction ici, donc, où les habitants font pour pouvoir donc, se loger dans des habitats. Donc, on fait la différence locale à usage d'habitation parce qu'il y a des locaux qui ne sont pas à usage d'habitation. Par exemple, les services publics. Les services publics, on ne dénombre pas donc les services que ce soit les locaux des administrations, que ce soit les ambassades et ainsi de suite. Donc, ce sont des locaux qu'on ne va pas recenser au moment des opérations de recensement. Donc, c'est pour cela qu'on a fait cette précision, local à usage d'habitation. Donc, c'est local à usage d'habitation, c'est un local où nous habitons. C'est bien saisi? Oui, professeur. Très bien saisi, merci. Voilà, par local ici, on veut faire entendre le lieu d'habitat. Le lieu d'habitation, le lieu où on habite. Voilà.
C'est clair? Oui, professeur, c'est compris. Ok, d'accord. Donc, on continue. On dit chaque personne ou chaque local à usage d'habitation doit être dénombré autant que possible à la même date bien déterminée et les données recueillies doivent se porter à une période de référence bien définie. Donc ici, comme je l'ai toujours dit, les données de recensement donc, sont rapportées à une date donnée. On fait de telle sorte que les opérations de recensement donc, puissent se faire et se terminer donc, dans un délai vraiment court. Donc très généralement, on dit les opérations doivent pouvoir se terminer dans un délai de 15 jours. Donc on suppose que dans les 15 jours, les changements qui interviennent dans les différentes localités donc, sont minimes en termes d'informations démographiques. Donc, c'est tenant compte de ça qu'on veut finir dans ce bref délai. Donc, tout le monde doit être recensé dans un délai de 15 jours, juste après le lancement des opérations de collecte sur les données. Je dis le lancement des opérations de collecte sur la population. Pourquoi? Parce que le recensement, c'est une opération très lourde et ça se prépare, sa préparation prend des années. Donc, c'est pour cela qu'on dit même pour les principes de recensement, on commence un recensement 2 ans bien avant la date de l'opération sur le terrain et ça continue 2 ans après même les opérations sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'il y a des préparatifs, la préparatif des documents, des documents de recensement, ensuite le budget, la préparation du budget. En plus, il y a aussi la phase cartographie, la cartographie même qui peut prendre jusqu'à 1 année. Donc, comment dirais-je, la mise à jour du fichier village, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça, c'est autant d'opérations donc, qui sont entrepris bien avant l'opération de collecte sur le terrain. Et juste après la collecte des données sur le terrain, donc, il y a aussi un travail à faire. Et ce travail-là peut prendre jusqu'à 2 ans parce qu'il y a le traitement des données. Donc, si la collecte des données est faite sur papier, sur le questionnaire papier, donc il y a un temps où il faut faire la saisie des données. Et juste après la saisie, il y a l'appurement, ensuite les tableaux, la sortie des tableaux, tout. Donc ensuite la production des rapports. La production des rapports, l'analyse thématique. Donc on prend chaque thématique et on fait une analyse sur cette thématique. Donc quelles sont les différentes thématiques abordées? Il y a une thématique donc sur la fécondité, il y a une thématique sur la mortalité, il y a une thématique sur la nuptialité, il y a une thématique sur l'état de la population et il y a aussi une thématique sur la migration. Donc, il faut faire une analyse donc, sur ces différentes thématiques pour produire un rapport global, ensuite un rapport par thématique. Donc, tout ça, ça prend énormément de temps et ça engage aussi beaucoup de personnes donc, sur le plan disciplinaire, des sociologues, des anthropologues, des démographes, des informaticiens, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est pour cela qu'on dit que c'est une opération de grande envergure et ça peut prendre beaucoup de temps. Mais la phase de collecte proprement dite sur le terrain, on fait de telle sorte que ça peut se faire dans les 15 jours, donc pour que les informations donc, soient au même moment. Donc, parce que quand il y a un grand écart entre le temps des informations, donc ça va créer donc, une disparité, ça va créer un problème de comparaison entre les données. Donc, c'est pour cela que le processus est engagé, est enclenché au même moment dans toutes les régions, dans toutes les communes, dans toutes les sections de numération au même moment. Vous voyez? Donc, tout le monde commence le travail partout dans le pays au même moment. Et tout le monde est censé finir dans le délai donc, pour que les informations soient rattachées donc, à cette date donnée.
En plus de ça, il y a les recensements doivent être effectués dans des intervalles irréguliers pour fournir des renseignements comparables et espacer le passé, de décrire le présent avec exactitude et d'établir des prévisions pour l'avenir. Il est recommandé de procéder à un recensement national au moins à tous les 10 ans. Donc, pour dire quoi? Parce que quand on fait à chaque recensement, ça peut nous permettre donc d'avoir des informations sur le passé, parce que ce sont les recensements passés qui nous permettent d'évaluer donc sur le passé, d'évaluer le passé. Maintenant, les informations présentes nous permettent de décrire exactement la situation sur le terrain à ce moment donné. Et ces informations-là peuvent nous permettre de faire des prévisions dans le futur, dans l'avenir. Donc, c'est pour cela qu'on peut projeter les résultats dans le futur pour voir comment ça va être. Donc, si ça ne serait pas dans ces tendances graphiques en faveur donc de bien-être de notre population. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'on utilise ces données de recensement, donc non seulement pour faire, donc, si nécessaire, donc agir sur les tendances des données démographiques, donc dans le sens de l'avantage du pays, dans le très élevé des décès qu'on vient de découvrir à travers donc, les données de recensement. Dans les années à venir, quelles sont les dispositions à prendre pour agir donc, sur cette tendance. Donc, si c'est aussi une forte mentalité qui est en mesure de tirer le développement de notre économie vers le bas, donc quelles sont les dispositions à prendre pour infléchir donc la communauté pour qu'on puisse avoir un bon rapport de ressources, croissance démographique, donc pour pouvoir s'en sortir avec, comment dirais-je, la croissance économique, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc voilà, en gros, ce qu'on pouvait dire donc sur le recensement. Donc si vous avez des questions donc, sur le recensement, qui est donc la statistique d'état civil. Y a-t-il des questions sur le recensement? Tout le monde a compris ce que c'est qu'un recensement et quels Ok. Les statistiques d'état civil. Professeur, Oui, je vous entends. Allez. J'ai une question, par exemple. Alors, moi, la question que je voulais poser par rapport au recensement, puis vous dites que c'est normal chaque 10 ans. Et supposons, Chaque 10 ans. Nous, par exemple, notre pays, la situation que nous vivons, nous savons qu'il y a beaucoup peut-être de déplacements, tout. Est-ce que un recensement à cette période pourrait être fiable? Oui, effectivement, c'est un défi qui est là. Oui. C'est un défi qui est là parce que avec l'insécurité donc, qui fait partie du quotidien dans certaines régions, on cause énormément de déplacés qui sont
qualité est vraiment quelque chose. Donc, c'est un grand défi qui est là. Donc, sinon, il y a aussi le questionnaire du recensement, les informations qu'on recherche, comment est-ce qu'on fait donc, pour pouvoir capter, pour éviter les omissions, pour éviter les oublis. Donc, parce qu'il y a une section immigration, il y a une section immigration des populations. Donc, on cherche à savoir donc, si les personnes donc, se sont déplacées donc, de leur lieu d'habitation à cause donc, des conflits donc, dans ces périodes de vous voyez. Donc, c'est pris donc, c'est cela que j'ai dit le questionnaire de recensement pour pouvoir rechercher quels sont les types d'informations donc on cherche à avoir. Ça va? Oui, ça va. Et maintenant, ma deuxième préoccupation, c'est bon, peut-être j'anticipe, mais peut-être si on arrive, je vais. C'est-à-dire on a vu le recensement, je ne sais pas c'est quelle année déjà il y a eu un recensement, mais on a vu des gens, des agents qui ne faisaient pas correctement le travail. Ils partaient s'asseoir et ils remplissent les fiches. Vous, en tant que spécialiste, si on devrait faire des recensements de ces genres, quelles sont les techniques que vous préconisez pour éviter ces genres de situations quand même qui faussent tout? Ok. Effectivement, c'est une question très pratique. C'est une question pratique et c'est une question qui se pose au niveau de aussi. Parce que quand tu envoies les enquêteurs sur le terrain, rien ne va te dire que est-ce que l'enquêteur va partir s'asseoir. Soit maintenant de mettre en œuvre des moyens, des techniques de contrôle, donc pour assurer vraiment la véracité des informations collectées donc, sur le terrain. Maintenant, concernant c'est mon graphie, mais en se focalisant uniquement sur le recensement, je vais te dire quelque chose. Donc, il y a des garde-fous donc pour la cartographie fait comment? La cartographie, c'est la section d'énumération. Et la section d'énumération n'est autre chose que la zone où un agent de recensement doit évoluer. Il y aura plusieurs agents de recensement, donc c'est pour cela qu'on a divisé le territoire d'un seul agent recenseur, c'est une section d'énumération. Donc, dans le cadre du recensement, quand tu entends SE, donc c'est la section d'énumération. Dans certains pays, on dit ZD. Donc, ZD, c'est zone de dénombrement. Zone de dénombrement. Mais pour le cas du Mali, le concept utilisé, c'est d'intervention d'un agent enquêteur. Donc, l'agent enquêteur doit évoluer, collecter les informations dans chaque ménage de cette zone. Donc, tu trouves que déjà, l'agent cartographe
cartographe de chaque et en faisant chaque structure dans chaque concession pour demander aussi le nombre de membres de ménage. De chaque individu au sein du ménage. Vous voyez que le mouvement démographique effectué est intervenu à l'intérieur du ménage. Mais le travail du cartographe, donc, c'est de pouvoir délimiter la zone. En plus de ça, donc, de donner, chercher à savoir le nombre de membres de ménage qui existent donc, dans la zone. Vous voyez déjà. Donc, si l'agent part s'asseoir comment dirais-je, sous un arbre pour remplir les fichiers, on le saura de façon très facile. Pourquoi? Parce qu'il y a la numérotation. Tu passes devant chaque ménage, tu mets un numéro. Il y a un numéro de série qui est écrit devant chaque maison. Donc, pour dire que c'est le combienième ménage dans la zone. Donc, comment dirais-je, dans cette maison, il y a combien de ménages? Donc, tu écris le numéro aussi. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ces numéros-là aussi sont écrits donc, sur les questionnaires ou si c'est la collecte digitalisée. Donc, ce sont ces numéros-là qui sont directement enregistrés donc, sur la tablette donc, lors de la phase lors de la phase de l'identification. Parce que la phase de l'identification, l'agent recenseur passe dans chaque ménage pour recenser le chef de ménage et puis demander il y a combien de personnes dans le ménage. Tu vois? Donc, tu vas remplir ces fiches-là. Et le deuxième passage, tu reviens. Donc, tu demandes des informations sur chaque personne résidente de du ménage. Vous voyez la complexité de l'opération. Donc, si tu veux tricher dans ce processus, ça sera très difficile. Et juste après, on va faire une comparaison entre les informations collectées lors de l'opération du recensement et les données de la cartographie. Donc, s'il y a une grande différence entre ces informations, donc cela veut dire qu'il y a un gap quelque part. Donc, c'est pour cela qu'il y a, on dit, l'enquête post-censitaire, EPC. On appelle ça enquête post-censitaire. L'objectif de l'enquête post-censitaire, donc, c'est aussi d'envoyer une équipe après le recensement pour vérifier donc, les données dans certaines zones. Donc, on pense qu'il y a des risques d'erreur d'information. Donc, si seulement on constate que réellement, en comparant ces deux informations, il y a un grand gap. Donc, cela veut dire que l'agent recenseur n'a pas fait bien son travail. On va l'interpeller avec l'agent contrôleur qui était censé contrôler au moment de l'opération donc sa collecte des données. Tu vois? Donc, il y a un garde-fou à plusieurs niveaux qui est déjà là. Donc, à chaque fois que tu collectes les données, donc tu dois faire remonter l'information au niveau du chef d'équipe. Le chef d'équipe vérifie la véracité donc, des informations. Ensuite, le chef d'équipe envoie aussi au contrôleur. Le contrôleur aussi donc, fait donc, son contrôle. Ensuite, il envoie les informations au niveau du serveur. Vous voyez? Donc, même avec ces chaînes de contrôle qui sont déjà là, donc si l'enquêteur n'a pas pu couvrir totalement sa zone, on fait la comparaison de ces informations globales avec les estimations de la cartographie. Donc, s'il y a une grande différence, avec l'enquête post-censitaire, on va envoyer une équipe pour partir vérifier dans la zone. Y a-t-il d'autres questions? Bonsoir. Oui, professeur. Bonsoir. Oui. Et moi, ma préoccupation, c'est en rapport avec le délai de 15 jours pour pouvoir terminer avec un recensement général. C'est vrai, avant les recensements, on fait des préparatifs avec des estimations concernant le nombre d'équipes à envoyer dans telle localité,
Je me suis dit que des fois, est-ce qu'il ne peut pas avoir des dérapages par rapport à ces calculs, donc d'estimation, et dans de tels cas, est-ce qu'il ne peut pas avoir donc, un retard par rapport au déroulement des recensements? Parce que si je vois, par exemple, il y a par exemple certaines communes, certaines villes dont l'urbanisation est très galopante, et le taux d'accroissement, par exemple, migratoire est plus élevé que l'accroissement naturel. Dans ces cas, est-ce que cela ne va pas fausser les données et rendre difficile d'exécuter le recensement pendant la période de 15 jours? Ok. Donc, pour ça, comme je l'ai dit, tous ces détails se trouvent dans le questionnaire parce que le mouvement migratoire donc, qui t'inquiète, donc ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce qu'au moment où l'agent enquêteur rentre dans le ménage, on demande donc s'il y a des personnes qui vivaient dans le ménage et qui ne sont pas présentement là. Donc, s'il y en a, on demande aussi donc jusqu'à quel moment ils sont partis. Tu vois? Donc, si on connaît le moment où ils sont partis, donc si ce moment-là a précédé avant le passage de l'agent cartographe ou non, on peut aussi savoir. Donc, au moment du passage de l'agent cartographe, si cette personne était là, on peut le savoir. Donc, directement, il s'agit d'ajouter donc cette personne-là qui n'est plus dans la famille, dans le ménage, donc à la population est retrouvée sur place. Donc, on va avoir le nombre d'estimations que le cartographe a fait. Tu vois? Donc, ça ne pose plus un souci. Vous voyez? Ok, merci. Bonsoir. Oui. Voilà, moi, mon souci, c'est par rapport à la population du Mali, quoi. Bon, je voulais savoir d'abord les deux personnes qui ont posé les questions précédemment, est-ce qu'ils sont satisfaits de leur réponse ou bien s'il y a une relance à faire? Okay. Pour moi, ça va vraiment. C'est très bien. Oui, franchement. Oui, pour moi, c'est bon aussi, professeur. D'accord. Donc, oui, allez-y. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai des soucis par rapport à la population même du Mali. C'est la date d'aujourd'hui, vous, en tant que démographe, vous pouvez nous dire exactement la population du Mali. D'autres parlent de 20 millions, plus de 20 millions, 18 millions, on a dépassé les 15 millions. Mais la date d'aujourd'hui, réellement, quelle est la population du Mali? Non, c'est comme je l'ai dit, c'est à travers le recensement qu'on peut connaître exactement le nombre de la population malienne. Tu vois? Maintenant, en dehors de ça, ce qu'on fait, c'est les estimations. Et une estimation, c'est une approximation de la réalité. Donc, c'est comme si on utilise des méthodes pour pouvoir se rapporter concernant la population. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que chaque année, on peut faire des estimations, on peut faire des projections pour voir actuellement la population du Mali peut être estimée à tel ou tel nombre. Vous voyez? Maintenant, bon, actuellement, selon les estimations de 2020, on dit que la population donc, va dans les 20 500 000 et quelques. Vous voyez? Donc, ça, c'est les estimations de 2000. Comme on est en 2001, donc les estimations, je ne connais pas ça, mais c'est mieux que ça existe. Ça dépend. Donc, je ne sais pas. Maintenant, le nombre qu'on parle d'aujourd'hui, selon la date de 2020, donc c'est de 20 500 000 et quelques. Vous voyez? Donc, ça, c'est selon les estimations. Et je vous ai toujours dit, une estimation, donc c'est un résultat rapproché de la réalité. Donc, c'est des méthodes scientifiques donc bien ficelées qu'on utilise donc pour pouvoir contrôler les tendances de la population et pour dire que effectivement la population sera estimée donc à tel ou tel niveau dans tel ou tel futur. Vous voyez? Ça va? Oui, ça va, ça va. Bon, peut-être que la toute dernière question est que
Ou bien si tu as aussi des contributions, donc tu peux nous les faire partager, donc on va bénéficier de ça concernant. Donc, non, pas contribution, mais. Ok. Ok, pas contribution, mais peut-être la dernière question, c'est une question de moyens ou bien qu'est-ce qui nous manque pour vraiment ne pas, pour qu'on n'arrive pas à respecter, c'est-à-dire que les 10 ans, à recenser, à faire procéder à un recensement chaque 10 ans. Oui. Qu'est-ce qui nous empêche? Parce que sachant bien que pour un développement, ou pour en tout cas de bonnes planifications, en tout cas de tout ce qu'on fait, il faut maîtriser sa population. N'est-ce pas? Oui, effectivement. Oui. Voilà, tant qu'on ne maîtrise pas sa population. Pour te répondre, pour te répondre, je te dis que le Mali a fait 4 recensements dans l'histoire, tu vois. Donc, au cours de ces 4 recensements, on a toujours été donc pratiquement dans le délai. Hein. Maintenant, c'est lors du dernier recensement, parce que le dernier recensement, c'était en 2009. Maintenant, le recensement qui devait avoir lieu en 2019, donc c'est ce recensement-là qui traîne depuis 2009 jusqu'à maintenant. Sinon, depuis 2017, les préparatifs, les travaux préparatoires étaient en cours depuis 2017. Okay. C'était en cours. Maintenant, avec, je ne sais pas, les problèmes d'argent, souvent on dit le budget qui avait été monté dans un premier temps. Donc, comme je vous ai dit, lors d'un recensement, il y a les partenaires financiers aussi qui nous appuient dans ce sens. Sinon, c'est une opération très lourde. Donc, il faut pouvoir rassembler beaucoup de milliards de budget qui avait été monté dans un premier temps. Donc, il y a eu un gap par rapport à ça. Donc, ils ont dû revoir les choses à la baisse. Donc, ils ont réduit le budget. Jusqu'à présent, ça ne pouvait pas couvrir les opérations. Ils ont encore revu, ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, à travers cette tracasserie, donc c'est ce qui a fait que bon, les opérations ont pris des retards. En plus de ça aussi, il y a aussi l'insécurité sur le terrain. Parce que les agents de la cartographie, comme je vous ai dit, la cartographie à elle seule peut prendre une année. Donc, s'il faut envoyer les agents sur le terrain avec le matériel nécessaire pour faire ces opérations, alors qu'il y a l'insécurité, c'est avec des risques. Donc, tout ça, ça a fait que, avec le coup d'État aussi, donc c'est tout ça qui a ralenti un peu les opérations. Donc, l'opération de la collecte des données qui était même fixée pour l'année 2019, vous voyez, ça n'a pas pu avoir lieu. Donc, il y a eu 2020, donc ça n'a pas pu lieu. On est en 2021 et en 2021, il y a eu beaucoup de travail dans ce sens. Même la formation, comment dirais-je, des superviseurs nationaux, la formation des SLPCA, pour la formation des contrôleurs, donc jusqu'à ce qu'on était en phase de recrutement des agents recenseurs, et on voit encore un ralentissement. Donc c'est pour te dire tout simplement, donc si ce n'est pas cette fois-ci, donc le Mali organise donc les recensements dans le délai. Voilà. Dans les délais de 10 ans, le Mali organisait donc le recensement. Mais cette fois-ci, vraiment, ça a accusé beaucoup de retard et jusqu'à présent, on traîne sur la descente. Voilà. Maintenant, pour te dire aussi que c'est une opération très lourde, comme je l'ai dit. Donc, si ce n'est pas avec l'appui des partenaires financiers, donc souvent c'est très difficile. Mais il y a des pays quand même qui arrivent à organiser le recensement avec leur propre budget. Voilà, il y a des pays qui arrivent à le faire. Mais je ne sais pas, bon, pour le Mali, donc je ne sais pas bien imprégné dans le processus financier pour dire qu'on n'a pas les moyens ou on a les moyens de pouvoir prendre toutes les opérations en charge, donc sans l'appui des partenaires financiers. Okay. Ça va? Oui, ça va, merci. Merci beaucoup. Ok. Donc, si ça va, j'espère qu'on va observer 10 minutes de pause pour la prière. Ensuite, on continue. Donc, il est 18h18. Donc, on reprend à 28. C'est bien ça? Oui, professeur.
Voilà. Donc, on observe 10 minutes de pause pour la prière. Après, on reprend.
J'espère que ça va pour tout le monde. On peut commencer. Oui, professeur. Ok, d'accord. Donc, est-ce qu'il y a encore des questions? Y a-t-il encore des questions avant qu'on ne continue avec la deuxième source? Ok, donc on continue avec les statistiques d'état civil. Donc, j'espère que cette source-là n'est pas aussi compliquée que ça. Donc, on dit dans la plupart des pays, les principaux événements
dit aussi faits d'état civil, donc font l'objet d'un enregistrement. Professeur, on a le son, mais l'écran est parti. Hein. L'écran est parti? Oh, oui. Ok, donc attends, je vais chercher une solution pour ça rapidement. Ça va maintenant? Oui, ça va. Bienvenue. Ok. Voilà. Donc, les registres, votre collègue a déjà cité les registres spéciaux, donc dans lesquels on enregistre les actes d'état civil, les actes d'état civil. Donc, parmi les actes, on a les actes de naissance, on a les actes de mariage, on a aussi les actes de décès. Donc, ça, ce sont principalement donc, des registres qui existent au niveau de l'État civil. Donc, ces informations sont enregistrées au niveau de l'État civil. Donc, l'ensemble de ces éléments, c'est pour pouvoir faire la différence entre chaque individu donc, au sein de la population avec les autres. Donc, c'est pour cela qu'on dit que ce sont des éléments, ce sont des informations d'individualisation. Donc, d'individualisation de la personne, pourquoi? Parce que ça permet donc de connaître les informations relatives exactement à la situation donc, de la personne concernée. Donc, ces informations-là font qu'on peut créer la différence entre elle et les autres personnes au sein de l'ensemble de la population. Donc, ces informations-là sont relatives donc à la naissance, au mariage, au décès, ainsi de suite, ainsi de suite. En ce qui concerne la fonction de l'état civil, donc souvent donc c'est la loi qui couvre l'enregistrement donc de ces actes d'état civil. Donc on dit l'officier donc qui fait ces déclarations. Les déclarations donc sont faites auprès de l'officier de l'état civil. Donc l'officier de l'état civil tient à cet effet un registre de l'état civil pour enregistrer les actes de l'état civil déclarés. Donc, il enregistre ces actes et la loi couvre l'enregistrement de ces actes. Pourquoi? Parce qu'en quelque sorte, c'est une obligation qui est là. Donc, tant que tu n'as pas enregistré, donc dans ces registres, ça pose un problème. Prenons l'exemple sur la naissance. Donc, tant que une naissance n'est pas enregistrée au niveau de ces registres, donc la personne ne peut pas avoir donc, les documents de base donc, qui font qu'il sera considéré comme un citoyen donc, dans le pays concerné. Par exemple, si tu n'as pas été enregistré dans le registre de naissance, tu ne peux pas avoir un acte de naissance. Et tant que tu n'as pas d'acte de naissance, c'est difficile pour toi de se rendre en possession des autres documents relatifs à l'identification de la personne. Donc, que ce soit la carte d'identité, que ce soit la carte NINA, que ce soit le passeport, que ce soit le permis de conduire. Donc, c'est très difficile d'avoir ces documents sans avoir l'acte de naissance. À défaut d'être déclaré dans le registre de naissance, donc tu seras obligé de faire un jugement supplétif pour se rendre en possession donc, de l'acte de naissance, du jugement supplétif qui fera acte donc, de l'acte de naissance de la personne concernée. Donc, c'est pour cela qu'on dit donc, que la loi couvre l'enregistrement de ces actes. Le mariage aussi, la même chose. Donc, pour que le mariage soit reconnu, donc il faut que ça soit célébré auprès de l'État, d'un officier de l'État civil, donc qui va vous produire un acte de mariage. Donc, le problème se situe en plus grande partie au niveau de l'enregistrement des décès. Donc, c'est ce qui est difficile en ce moment parce que tous les décès qui se manifestent en dehors donc, des hôpitaux, très généralement, donc si le corps n'est pas parti à la morgue, c'est très difficile d'avoir
des informations sur la personne décédée. Et en ville, dans les milieux urbains, donc on sent qu'il y a vraiment un effort dans ce sens dans l'enregistrement des décès, mais en milieu rural, donc ce n'est pas encore le cas. Donc les statistiques d'état civil ne couvrent pas une bonne partie des décès donc survenus dans les milieux ruraux. Donc c'est pour cela qu'en ce moment, il y a un problème d'utilisation des informations sur les décès venant des statistiques d'état civil parce qu'il y a un problème de couverture à ces niveaux. Donc, en gros, c'est ce qu'on voulait dire essentiellement sur les statistiques d'état civil. Je ne sais pas si vous avez des questions. À supposer que les statistiques d'état civil ne sont pas aussi compliquées que ça. Oui, quelqu'un voulait réagir? Professeur, oui? moi, je voulais poser la question par rapport au RAVEC, là. Oui, au RAVEC. Voilà, on classe ça où? C'est un recensement. Oui. La définition du recensement même, c'est quoi? Du RAVEC. C'est recensement administratif. À vocation état civil. À vocation d'état civil, oui. Recensement administratif à vocation d'état civil. Oui. Donc, c'est comme si c'est un recensement, qui se rapporte aux informations d'état civil. Oui, oui. Oui. Donc, c'est un recensement qui porte sur les actes d'état civil. Donc, l'objectif du RAVEC, c'est pour que tout le monde puisse avoir un numéro d'identification unique au sein de la population. Donc, sans doublon ni omission. Vous voyez? Je ne sais pas si cela répond à la question. Oui, ça répond à la question. Mon souci, c'est par rapport à sa continuité, sa spontanéité maintenant, quoi. Voilà, bon, parce que le RAVEC ne fonctionne pas correctement. Non, le RAVEC, c'est une initiative là. Ce n'est pas comme les autres sources. Donc, oui, le RAVEC est fait pour un objectif. Donc, l'objectif, c'était de pouvoir attribuer à tout un chacun un numéro d'identification au sein de la population. Vous voyez, sinon le RAVEC, ce n'est pas comme le recensement qu'on organise chaque 10 ans, ce n'est pas comme les enquêtes qu'on organise à des intervalles de temps réguliers, ni rien d'autre. Donc, c'est de pouvoir donner un numéro d'identification à toute la population. Maintenant, un pays qui n'a pas besoin de RAVEC, si ce pays-là a d'autres moyens donc de pouvoir identifier donc, ces populations, forcément, ne n'aura pas recours au RAVEC. On entend souvent, on a l'habitude d'entendre même que souvent ils vont arrêter donc, le RAVEC là, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si l'information est fiable ou non. Donc, c'était fait uniquement pour pouvoir identifier donc, les personnes au sein de la population pour faciliter l'identification. Parce que les autres informations d'identification pouvaient créer beaucoup de confusion. Pourquoi? Parce que l'identification c'est fait en un premier lieu avec le nom, donc le prénom. Donc après, on ajoute le nom pour créer la différence. Donc si le nom et le prénom sont les mêmes, on peut recourir à d'autres informations telles que la date de naissance. Donc s'il y a un problème aussi, le lieu de naissance, ensuite le nom et le nom des parents, bon, ça peut aussi créer la différence, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, pour éviter tout cela, donc si on regarde seulement le numéro d'identification, donc ça peut créer donc juste la différence, ça peut permettre d'identifier tout un chacun, donc sans pour autant recourir donc, à ces autres informations de différenciation. Voilà. Donc le RAVEC, c'est spontané. C'est spontané. Ce n'est pas comme les autres sources en démographie.
Donc, c'est fait pour une initiative donnée. On ne sait pas si ça va continuer à exister ou oui ou non. Alors que pour les autres sources, ce n'est pas le cas. Ça va? Ok. Oui, merci, professeur, c'est compris. Merci. Donc, on continue avec les registres de population. Donc, on avait aussi donné des explications par rapport au registre de population. Donc, après, je vais vous envoyer le fichier. Comme il nous reste peu de temps, on va directement au niveau de la définition. Je voulais qu'on finisse avec ce module-là aujourd'hui. Donc, si possible, explorer un peu le questionnaire de recensement de la population du Mali. Voilà. Donc, pour le registre de la population, on dit que c'est un mécanisme d'enregistrement continu d'informations particulières concernant chaque membre de la population résidente d'un pays ou d'une région, ce qui permet de déterminer et d'actualiser les informations disponibles sur les caractéristiques de la population à certaines périodes données. Donc ça, c'est la définition selon les Nations Unies. Et une collecte systématique des données individuelles de façon à permettre les mises à jour. Donc, la définition selon la source UNECE 2007. Voilà. Donc, pour dire tout simplement, donc, le registre de population, c'est une source qui n'est pas beaucoup utilisée en Afrique. C'est ce qu'il faut savoir. Parce que c'est quand on dit registre de population, donc souvent les gens cherchent, mais on ne trouve pas là où ça se trouve. Mais en réalité, donc c'est une source qui est peu utilisée dans les pays africains. Donc très généralement, on le retrouve en Europe. Donc c'est un registre qui est détenu au niveau communal, dont les informations concernant chaque individu résident de la commune se trouvent. Donc, les informations socio-démographiques. Vous voyez? Les informations d'état civil. Donc, ce sont ces informations donc, qui sont contenues dans le registre de population. Et la particularité de ces registres n'est autre chose que les informations sont enregistrées de façon continue. Et les informations sont aussi mises à jour de façon continue donc sur chaque population résidente de la commune au niveau communal. Donc, c'est comme si c'est une source de données sur la population au niveau communal. Dans ce cas, ce qu'il faut retenir, après les informations d'état civil, il y a aussi les informations de déplacement. Donc, toutes les personnes sont repérées à travers ces informations individuelles, mais aussi donc son habitat, aussi son changement de statut, donc concernant le mariage, concernant le décès, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour vous dire tout simplement que ce registre-là a beaucoup de ressemblances avec les registres paroissiaux, qui étaient donc la source d'information démographique dans les temps anciens. Donc, comme je l'ai dit, donc c'était des registres qui étaient détenus au niveau des paroisses, qui contenaient donc toutes les informations. Votre collègue même a donné l'exemple de son cas. Donc, pour avoir une information donc, sur une zone donnée, donc sur une commune donnée, donc on faisait recours directement donc, à ces registres paroissiaux donc, pour pouvoir donc, avoir accès à ces informations. Et c'était le lieu pour avoir toutes ces informations. Donc, ça va, ces registres-là ont beaucoup de ressemblances avec les registres paroissiaux, donc d'où l'origine même donc, de son existence. Donc, ici, actuellement, ce n'est plus détenu au niveau des églises, mais c'est devenu une source de données au niveau communal, donc de l'administration communale, donc qui contient l'ensemble des informations donc, sur les personnes de la commune, comme leur résidence, leur adresse,
Donc, s'il y a même changement de résidence, donc tu es obligé de passer le déclarer. Donc, le changement de résidence au niveau donc, du registre de population pour qu'on puisse mettre à jour donc, vos informations. Si tu veux aussi quitter la commune, donc c'est la même chose. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que c'est très difficile. Donc, ce document puisse exister en Afrique et puisse être tenu à jour donc, par rapport au mouvement de la population. Parce que pour nous, c'est très difficile vraiment de pouvoir entretenir ce document et toujours de le maintenir à jour. Parce que les gens ne sont pas beaucoup très coopérants avec donc, ces systèmes d'enregistrement des données. Donc, ce document aussi a ses principes. Le premier principe, on dit pour un registre de population, les individus sont les personnes physiques et la mise à jour s'applique à toutes les informations à caractère administratif les concernant. Donc, l'unité d'enregistrement, c'est les individus. Maintenant, les informations à caractère administratif concernant la personne sont à enregistrer pour chaque individu. Généralement, les personnes physiques considérées sont celles résidant administrativement sur un territoire donné, une commune, une région ou un pays. Donc, ça dépend du niveau de détention donc, du document concerné, du registre de la population. Donc, si c'est au niveau communal, donc très généralement, donc c'est les résidents administrativement de cette commune. Si c'est au niveau régional, c'est les résidents de cette région. La mise à jour des données se fait tenant compte des naissances, des décès, mariages et divorces, mais également de tous les changements de résidence ou migration. Donc, s'il y a un changement au niveau de chacune de ces informations, donc tu dois partir déclarer ça pour qu'on puisse vraiment mettre à jour les informations concernées. Le caractère continu de la mise à jour des données, y compris celle de l'adresse de résidence habituelle, constitue la spécificité du registre de population et représente son intérêt majeur pour la production des statistiques démographiques. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les changements d'habitat doivent être continuellement enregistrés au sein du registre. Donc, c'est ce qui fait que ces registres contiennent des informations à jour et fiables sur la population résidente. Donc, tant que ces changements d'habitation sont déclarés au niveau du registre de la population, donc ça peut tenir à jour les informations sur chaque individu au sein de la commune. Avantage du registre au niveau national. La principale raison d'être d'un registre de population est l'identification précise de chaque individu. En outre, il permet de fournir des données agrégées sur l'ensemble de la population concernée, ce qui permet la mise en œuvre et le suivi des politiques très diverses liées à la gestion des affaires publiques et la planification. Le registre de population est également utile à des fins statistiques. Il permet d'estimer l'effectif de la population et sa structure sociodémographique à tout moment, ainsi que le mouvement de la population et ses différentes composantes. De plus, si le système est entièrement opérationnel pour l'enregistrement continu des changements de résidence, il s'agit de la source principale de données sur les mouvements migratoires. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les registres de population ont un avantage capital. Pourquoi? Parce que c'est les données à jour. Et si on essaye d'agréger ces données à jour, on peut trouver une base de données générale sur l'ensemble de la population. Parce que quand je prends l'exemple sur le cas du Mali,
Par exemple, si on considère Bamako comme le Mali, la commune 1, la commune 2, la commune 3, la commune 4 jusqu'à la commune 6, donc s'ils détiennent en quelque sorte leur registre à jour avec des informations fiables sur chaque individu, donc si on essaye de mettre ensemble ces registres, ces informations, on aura des informations sur l'ensemble des populations, de la population du pays et à jour, des informations aussi à jour, à temps. Parce que ces registres sont continus, les informations sont enregistrées de façon continue et de façon habituelle. C'est-à-dire, quand il y a changement seulement, le changement est enregistré à temps. Il y a une mise à jour régulière, une mise à jour continue de ces informations. Et si on a une base de données agrégée de ces informations, donc on se demande même si c'est la peine pour connaître l'effectif de la population. On n'a même pas besoin de faire un recensement général de la population. Donc, parce que les naissances sont régulièrement déclarées. Donc, dans ces registres-là, les naissances sont régulièrement enregistrées, les décès sont régulièrement enregistrés, les déplacements de la population sont aussi régulièrement enregistrés. Donc, dans ce cas, c'est une source fiable d'informations à jour sur l'ensemble de la population. Voilà donc de façon générale aussi, voilà ce qu'on pouvait dire sur les registres de population. Avez-vous des questions concernant les registres de population? Est-ce que ça va? Oui, professeur, ça va pour le moment. Oui, ça va pour le moment. Donc, la source suivante, c'est les enquêtes démographiques par sondage. Donc, j'espère que tout le monde connaît les enquêtes. Qui peut nous citer des enquêtes, des exemples d'enquêtes qu'on mène régulièrement au Mali ici? Des enquêtes au niveau national, parce qu'il y a beaucoup d'enquêtes aussi que les particuliers, les privés, donc mènent. Professeur? Oui? Par exemple, on peut citer par exemple l'enquête SMART. L'enquête SMART. Oui. Donc, c'est une enquête nationale, donc connue par l'EDS. Donc, l'enquête démographique et de santé. Donc, c'est aussi une enquête qui est menée au niveau national. Donc, avec un intervalle de temps on fait l'EDS à combien d'années à chaque fois? C'est pas 5 ans? Voilà, donc l'EDS c'est à 5 ans. Donc, chaque 5 ans, on fait l'EDS. Donc, pour vous dire tout simplement qu'il y a beaucoup, quand on dit enquête démographique par sondage, il y en a beaucoup. Il y a les enquêtes SMART, comme votre collègue vient de le dire. Il y a des enquêtes démographiques par sondage, des enquêtes démographiques et de santé. Il y a des enquêtes auprès des ménages. Il y a des enquêtes sur la pauvreté. Il y a des enquêtes économiques. Il y a des enquêtes à indicateurs multiples, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, de façon parallèle aussi, il y a des privés, des particuliers aussi qui mènent des enquêtes aux besoins. Les projets font leur étude de base, ils font des enquêtes pour voir la situation de départ. Ils font aussi des enquêtes pour pouvoir évaluer donc, les activités, le projet, ainsi de suite. Donc, tout cela, ce sont des enquêtes. Donc, la différence, quelle est la différence entre un recensement et une enquête par sondage? Donc, alors que tous les deux donc, concernent une opération de collecte des données démographiques donc, sur les individus. Professeur. Oui. Voilà, comme on l'a bien dit en haut, le recensement, ça va concerner tous les individus. Voilà, tous les individus, c'est exclusif. Oui.
alors que les enquêtes par sondage se font sur échantillonnage. Voilà. Donc, c'est la plus grande différence entre les deux. Donc, une enquête, c'est sur l'ensemble de la population, ça concerne tous les individus. Alors que les enquêtes, quand on parle d'enquête seulement, il faut dire que c'est réalisé sur un échantillon. Donc, pour faire une enquête, il faut un échantillonnage. Il faut sélectionner un échantillon. Donc, les enquêtes sont réalisées sur les échantillons et les recensements donc, sur l'ensemble des populations. Donc, un échantillon donc, tiré de l'ensemble de la population mère. Donc, c'est cet échantillon-là qui doit refléter l'image de la population mère. Donc, c'est ce qui fait que, au besoin, on organise des enquêtes parce que les recensements ne peuvent pas se faire à tout moment parce que c'est des opérations lourdes, c'est des opérations qui coûtent cher. Alors, le besoin d'information, ça ne peut pas attendre. Donc, si ces besoins se manifestent donc, sur un sujet donné, sur un domaine concerné, donc on est obligé donc, de faire recourir à des enquêtes donc, pour pouvoir couvrir ces informations. Donc, c'est pour cela qu'on organise l'EDS à chaque 5 ans donc, pour collecter les informations donc, sur le quotidien de la population et leur santé. Vous voyez? Donc, il y a aussi des enquêtes économiques qu'on mène donc, sur le niveau de vie et le revenu des ménages, les revenus donc, de la population, ainsi de suite, parce que c'est au besoin, si on a besoin des informations supplémentaires pour une planification donnée, donc il suffit juste d'organiser une enquête donc, sur cette question, et puis tu as de ces informations dans un temps record, et cela n'est pas le cas pour le recensement. Le recensement, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de budget, et ça demande aussi beaucoup de préparation. Donc, c'est pour cela qu'au besoin, on organise toujours des enquêtes. Et les enquêtes approfondissent encore plus des questions donc, que le recensement. Le recensement, ça porte sur toute la population. Donc, si tu veux avoir des informations détaillées, donc ça va te prendre énormément de temps. Donc, pour éviter tout cela, donc, ce sont les informations d'ordre généraux, et les informations encore plus importantes. Donc, si on a besoin des détails, des informations encore plus approfondies, on organise une enquête donc, sur la question donnée, donc pour avoir les informations variées et plus fines. Donc, c'est ça l'avantage aussi donc, des enquêtes. Les enquêtes donnent plus d'informations détaillées, mais les recensements donnent des informations sur toute la population. Et les enquêtes aussi sont réalisées sur les échantillons. Et un échantillon ne veut pas dire forcément l'ensemble de la population. C'est une partie tirée de l'ensemble de la population qui est censée représenter donc, cette population. Donc, il peut y avoir des petits biais, c'est-à-dire des informations erronées. Donc, si l'échantillonnage n'est pas bien fait, on suppose que le résultat obtenu à travers l'enquête est le résultat concernant l'ensemble de la population, alors que si l'échantillonnage n'est pas bien fait, cela peut poser un problème. Et pour ça, il y a plusieurs types d'échantillonnage. Il y a plusieurs types d'échantillonnage. Il y a les échantillonnages raisonnés, les échantillonnages aléatoires, les échantillonnages systématiques, ainsi de suite, ainsi de suite. L'échantillonnage à plusieurs degrés, ainsi de suite. Il y a plusieurs échantillons. L'échantillonnage à boule de neige, ça dépend maintenant de votre sujet étudié. Donc, si vous avez besoin d'étudier un sujet, l'échantillonnage, la méthode d'échantillonnage est sélectionnée, est choisie en fonction de votre budget, en fonction des moyens qui sont à votre disposition et aussi en fonction du temps qui vous est donné donc, pour pouvoir avoir des résultats donc, sur comment dirais-je, le sujet étudié. Donc, voilà, en gros,
ce qu'on pouvait aussi dire sur les enquêtes démographiques par sondage. Bon, les enquêtes sont réalisées vraiment à des intervalles de temps plus courts que le recensement, et les enquêtes sont aussi réalisées au besoin. Si le besoin se fait sentir, donc le sujet est là, on organise une enquête donc pour pouvoir avoir des informations plus détaillées, plus approfondies, parce qu'il y a une restriction des sujets. Donc, le recensement, ça porte sur tout, et l'enquête, donc, on prend un sujet spécifique pour l'approfondir aux besoins, ainsi de suite. OK, donc je sens qu'il y a des gens qui voulaient intervenir. Allez-y. Professeur? Oui, oui, je vous écoute. Voilà, moi, j'entends souvent parler des sondages en grappe, mais moi, vraiment, je connais pas trop bien ce terme, quoi. J'aimerais que vous expliquiez un peu, quoi. Sondage en grappe, quoi. Sondage par grappe. Oui, comme je l'ai dit, c'est les méthodes d'échantillonnage. C'est les méthodes d'échantillonnage. Sondage à grappe veut dire quoi? Parce que tu vas diviser l'ensemble de la population à des grappes. Donc les grappes, c'est les groupes. C'est comme si tu divises la population à des groupes bien déterminés. Donc tu vas faire les grappes. Donc tu vas faire un échantillon de ces grappes-là. Parce que tu vas diviser la population étudiée en grappes. Donc parmi ces grappes, tu vas faire un échantillonnage. Donc c'est dans le nom échantillonnage par grappe. Donc quand tu sélectionnes dans ces groupes de grappes et dans ces grappes échantillonnées, parce que tu vas choisir certains de ces grappes au profit d'autres. Donc les grappes que tu vas choisir, donc tu es obligé maintenant de choisir tes unités d'enquête dans ces grappes concernées. Si l'unité d'enquête c'est le ménage, tu vas choisir les ménages dans les différentes grappes sélectionnées. Si l'unité d'enquête c'est les individus, tu vas sélectionner les individus donc dans les grappes échantillonnées. Tu ne vas pas partir faire sélectionner des individus dans les grappes qui ne font pas partie de ton échantillon parce que tu as fait un premier prélèvement, tu as fait une première sélection au niveau des grappes. Et ce sont ces grappes retenues donc, avec lesquelles que tu vas travailler. OK, merci. D'autres questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, on continue avec la source suivante. Les observatoires de population. Vous avez déjà entendu parler des observatoires de population? Moi, non. Ah, n'est-ce pas? OK. Donc, par définition, on dit que les observatoires de population donc, sont des dispositifs mis en place dans une communauté donnée pour observer de façon permanente les événements relatifs au changement démographique et social au fur et à mesure qu'ils se produisent. Qu'est-ce que cela veut dire? Un observatoire de population n'est autre chose que un environnement, une communauté, donc on va décider de prendre donc comme, comment dirais-je, notre population à surveiller. Donc c'est comme si, je prends un exemple, je pars dans une localité, je prends un village et je vais considérer ce village-là comme mon observatoire de population. Et l'objectif, donc, c'est de pouvoir surveiller la population de ce village pour pouvoir détecter les changements qui interviennent au fur et à mesure, à chaque période donnée, donc au sein de la population,
de cet village, voir leurs relations avec l'environnement, les aspects liés à leur santé, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quelle est la méthodologie qu'on va utiliser? La méthodologie utilisée, donc, c'est que tu t'intéresses à ce village-là, tu veux observer les changements démographiques qui interviennent de façon régulière et à temps, donc, dans ce village-là. Donc, c'est d'où le nom observatoire, parce que tu observes les changements qui interviennent. La méthodologie, donc, c'est de faire un premier recensement. Tu viens dans le village, tu collectes toutes les informations sur les individus résidents dans le village. Donc, ça, c'est le recensement à la base. Après ce recensement, tu décides une période donnée. Donc, ça peut être chaque 3 mois, ça peut être chaque 4 mois, ça peut être chaque 1 mois. Donc, ça dépend. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans les observatoires de population, la période la plus longue pour revenir, revoir les informations, ça ne doit pas dépasser les 6 mois. Ça ne doit pas dépasser les 6 mois, sinon ça va poser énormément de problèmes. Donc, en faisant un recensement initial, on a toutes les informations de base. Maintenant, l'objectif est de voir maintenant, après chaque période, on revient. Donc, si on prend 3 mois comme la périodicité de notre collecte d'informations, à chaque 3 mois, je reviens dans ce même village, donc je récollecte les informations. À chaque 3 mois, je reviens, je récollecte les informations. Ces informations concernant quoi? Sur les naissances intervenues dans le village, sur les décès intervenus dans le village, sur les mariages, sur les migrations, sur l'état de santé des individus, donc sur le niveau de vie de ces individus, sur les revenus de ces individus, sur les activités professionnelles exercées par ces individus, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Autant d'informations nécessaires relatives au changement donc du comportement des individus dans le village. Donc, c'est en ayant ces informations de façon périodique, en faisant une analyse comparée, dont je peux voir donc des informations, à partir des informations à la base jusqu'à une période donnée, quels sont les changements qui se sont intervenus au sein de la population de ces villages. Et ça va me permettre de savoir exactement ce qui est à la base de la modification donc intervenue au cours de la période d'observation. Par exemple, si c'est un changement, si j'ai constaté, c'est un exemple, si j'ai constaté la modification du comportement alimentaire dans le village, si au début, j'ai constaté que les villageois consomment beaucoup plus le petit mil, le sorgho, ainsi de suite. À un moment donné, donc, je trouve que l'aliment de base est devenu le maïs au lieu donc du sorgho et du petit mil. Qu'est-ce qui a amené ce changement de comportement alimentaire? Donc, cela trouve que j'ai aussi des données donc, sur l'environnement, à savoir la pluviométrie, à savoir, comment dirais-je, l'agriculture, les cultures de base, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, je peux maintenant chercher à savoir qu'est-ce qui a été à la base de cette modification. Peut-être il se peut qu'il y a eu une rareté de la pluviométrie, donc les semences qu'on cultivait avant ne pouvaient pas mûrir avec, comment dirais-je, le peu de pluie qui tombe dans ces dernières années. Maintenant, qu'est-ce qui est, comment dirais-je, le céréal qui est mieux adapté à la quantité de la pluviométrie qui tombe chaque année? Donc, c'est peut-être le maïs.
Donc, c'est ce qui a fait qu'il y a eu une introduction progressive de la culture du maïs au sein de la communauté, maintenant qui est due à la rareté donc de la pluviométrie, à la diminution du niveau de la pluviométrie donc lors de l'hivernage. Donc, les semences qu'on avait avant ne sont plus adaptées donc, au niveau de la pluviométrie donc de chaque année. Donc, c'est ça qui a entraîné cette modification. Donc, du coup, je peux comprendre ça de façon directe parce que j'ai fait une analyse comparée en faisant une combinaison de plusieurs variables. Donc, en faisant la combinaison entre la pluviométrie et les semences cultivées, donc directement, on peut savoir que cette modification donc, du comportement alimentaire est intervenue à travers tel ou tel aléa, telle ou telle condition. Maintenant, si le niveau de vie aussi s'est dégradé, le niveau de vie s'est dégradé avec tel ou tel aussi aspect, on peut le savoir. Vous voyez? Donc, s'il y a eu une forte émigration de la population villageoise, donc cela est intervenu à travers quel ou quel événement. Donc, en mettant ce dispositif en place, donc, je maîtrise totalement les changements qui interviennent au niveau comportemental, au niveau environnemental, donc dans le village. Donc, c'est pour cela que en ayant un dispositif comme ça dans une zone donnée, donc ça peut nous permettre de savoir donc l'intensité des décès, l'intensité des naissances, ainsi de suite au sein de la localité, donc directement, et on peut aussi maîtriser les mécanismes d'action donc de ces changements, les mécanismes qui font que ces changements interviennent. Donc, si on maîtrise ces mécanismes d'action, ça peut nous permettre de trouver facilement une solution appropriée à la situation si on veut agir sur la situation donc, qui existe donc, dans cette localité. Et l'avantage aussi n'est pas seulement la maîtrise de ces mécanismes et la capacité d'apporter une solution appropriée, mais c'est que tu as choisi une communauté, une zone donnée. Maintenant, il se peut que cette zone-là a des caractéristiques qu'elle partage avec beaucoup d'autres zones aux alentours. Maintenant, les solutions appropriées à cette zone-là peuvent être appliquées donc, à toutes les autres zones qui partagent les mêmes caractéristiques. Vous voyez? Donc, à travers l'expérience de cette zone, on peut apporter une solution idéale, une solution appropriée donc, sur une grande partie du territoire donc, qui partagent les mêmes caractéristiques. Donc, c'est très simple. Donc, si tu as une maîtrise donc, des caractéristiques, des comportements des individus au sein du pays, donc il suffit de voir donc s'il y a une différence des caractéristiques des zones, de mettre en place un observatoire de population dans chaque zone concernée, maintenant pour pouvoir avoir des informations en temps réel donc, sur l'évolution de la situation dans ces différentes zones à caractéristiques variées. Maintenant, au moment d'apporter des solutions, donc on suppose que tu as une idée donc, sur chaque observatoire de population. Donc, les solutions propres à chaque observatoire de population donc, seront aussi applicables donc, à toutes autres zones qui sont aux alentours, qui ont les mêmes caractéristiques. Vous voyez, quel qu'en soit en termes de solutions pour les maladies, donc quel qu'en soit en termes de solutions donc, sur, comment dirais-je, la pauvreté, de lutte contre la pauvreté, le développement donc, agricole, le développement de l'élevage, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, chaque zone a ses particularités et ses caractéristiques bien données. Et en mettant un observatoire de population en place, on peut avoir une maîtrise de l'évolution de la situation. Donc, à partir de l'étude de base,
donc jusqu'à un certain moment, jusqu'à un moment donné. Donc, c'est pour cela que les démographes ont mis sur place cette méthode de recherche, donc pour pouvoir être plus proche des populations et suivre de très près les changements démographiques qui interviennent dans les pays. Et donc, pour vous dire, il y a un observatoire de population au Sénégal, ce qu'on appelle l'observatoire de population de Niaka. Il y a aussi un observatoire de population au Burkina Faso. Donc, après, je vais vous envoyer le fichier, vous allez voir donc là où se trouvent les observatoires de population. Et le Mali aussi a tenté l'expérience, je ne sais pas, dans la zone de Kolonjeba. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau ça fonctionne maintenant, mais on a tenté l'expérience aussi quand même dans la zone de Kolonjeba. Donc voilà en gros ce qu'on pouvait dire sur les observatoires de population. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. Avez-vous des questions? Ça va pour le moment, prof. Ok. Donc, j'espère qu'on est pratiquement à la fin. Il y a les autres sources. On a déjà cité les autres sources qu'on peut avoir au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau de la police de migration, et ainsi de suite. Donc, ça aussi, c'est des sources qu'on peut avoir donc, sur la population, sur les déplacements de la population. Donc, en gros, c'est ce qu'on a voulu vous montrer concernant les sources en démographie. Donc, comme je vous avais dit, si on était en mesure de finir dans le temps, on allait parcourir un peu donc, le questionnaire, mais c'est pas grave. La séance prochaine, j'espère qu'on va s'organiser, même si on prend 15 minutes à la fin, donc pour parcourir un peu le questionnaire de recensement pour que chacun de vous puisse avoir une idée donc sur ce que on cherche comme information lors des recensements. Voilà, donc j'espère qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Donc si vous avez encore des préoccupations, donc vous pouvez les poser avant qu'on ne mette fin à la réunion. C'est bon? Oui, ça va, ça va. Peut-être c'est bon. C'est bon, vraiment. Bien expliqué. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne soirée. Merci. 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 Vous de même. Merci, prochain.